Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis super content d'être avec vous pour ce webinaire dédié à la création d'une société holding. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous partager une présentation et on y va. Parfait. Donc, on est en live. N'hésitez pas, posez toutes vos questions dans le chat et je répondrai à toutes les questions. En tout cas, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Donc, surtout, ne pas hésiter. Allez, c'est parti. Je suis David, je suis le responsable du département juridique chez Doobs. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Eh bien, sans transition, allons-y. Avant de commencer sur comment on crée une société holding, les étapes et les points importants sur lesquels il va falloir faire attention, je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 minutes sur quelque chose qui peut paraître anodin, hein, voire même peut-être un peu bête pour certains, mais la première question à se poser, c'est peut-être quand même, parce que là on en discute, on se dit qu'on va créer une société holding, mais au fait, une société holding, c'est quoi? Ça, c'est la première question à laquelle on va essayer de répondre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, on vient de commencer, donc il n'y a pas de souci. J'en profite tout de suite pour préciser, le webinaire fera l'objet d'un replay qui sera envoyé à tout le monde après, juste après la fin du webinaire. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a des choses sur lesquelles on passe peut-être un peu vite, vous pourrez revoir cela sur le replay. N'hésitez pas. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une holding? Vous avez peut-être déjà tous une idée de ce que c'est, mais on va essayer de faire une petite définition simple. En fait, tout simplement, le mot holding, il a un sens. Hein, si on a choisi ce terme-là, c'est pas pour rien. Holding, ça veut dire détenir. Donc, de manière très très littérale, une société holding, c'est une société qui détient une ou plusieurs société. Hein, ça vient du verbe anglais to hold, donc holding étant accordé, en tout cas conjugué. Et donc c'est sur cette base-là que on va éventuellement pouvoir faire un certain nombre de choses. L'idée de la holding, c'est que c'est une société outil, hein, outil de gestion, outil d'optimisation. Et donc, une holding en soi, ce n'est pas une structure juridique à proprement parler, hein, c'est-à-dire qu'on peut, derrière une holding, avoir différentes possibilités. Une holding peut très bien être une SAS, par exemple. Bonjour à ceux qui continuent de nous rejoindre. Donc la holding peut tout à fait être par exemple une SAS ou une SARL, une EURL, une SASU, hein, peu importe. Ça peut également, la holding peut être également sous forme de société civile. Donc là-dessus, il n'y a pas de limite parce qu'une holding n'est pas une forme de société. Le holding, c'est juste finalement l'action que fait la société qui a le rôle de holding. Hein. Holding, voilà, c'est plus un rôle qu'une forme juridique. Et du coup, qu'est-ce que ça fait une société holding? C'est ben, ça détient des titres de société. C'est-à-dire que classiquement, hein, vous avez l'habitude des SAS, des SARL qui vont avoir, elles, des activités commerciales, de prestation de services, par exemple, d'achat-revente, ce genre de choses. Eh bien, la société holding, a priori, elle n'exerce pas ce type d'activité. Alors, je dis a priori parce qu'on va voir que dans certains cas, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, on a deux types de sociétés holding. On a les sociétés holding dites passives et les sociétés holding dites actives. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots? En fait, la société holding est une société qui peut avoir donc deux rôles. Soit elle est passive, c'est-à-dire qu'elle a une fonction purement patrimoniale. Elle est là pour détenir des titres. Elle détient des titres d'une société et c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'a pas de chiffre d'affaires, à l'exception dans ses produits qui remontent dans ses comptes. La seule chose qu'on va pouvoir retrouver, c'est éventuellement eh bien, les dividendes qui seraient remontés des sociétés filles vers la holding, ou également on pourrait avoir par exemple les produits liés à la cession de titres détenus.
mais en soi, elle ne fait rien d'autre que gérer son portefeuille de titres. La holding dite active est une société, elle, qui va aller un peu plus loin que juste détenir des titres. On va souvent parler, vous avez peut-être entendu parler de holding dite animatrice. Qu'est-ce que c'est une holding animatrice? C'est une holding qui va avoir un rôle actif dans la gestion et dans l'animation des sociétés qu'elle contrôle. En pratique, ça signifie quoi? Ça signifie que la holding va être le maître d'œuvre, le chef d'orchestre d'un groupe de sociétés, et elle va piloter le groupe en général. C'est-à-dire qu'elle va définir la politique générale du groupe de sociétés. Elle va, par exemple, mutualiser certains moyens généraux qu'elle va ensuite refacturer ou mettre à disposition des sociétés filles pour faire en sorte d'avoir un fonctionnement de groupe cohérent, pertinent et optimisé. La holding animatrice va aussi, par exemple, pouvoir manipuler et gérer la trésorerie des sociétés filles. Ça, c'est un élément qui peut être fondamental dans une stratégie d'investissement. Donc, cette holding animatrice va avoir un rôle beaucoup plus large et elle peut avoir un rôle étendu jusqu'à de l'accomplissement de certaines de ses prestations, comme on a vu à l'instant. Ça peut aller également jusqu'à, par exemple, être mandataire. Vous savez, vous êtes probablement, ou en tout cas si vous ne l'êtes pas encore, peut-être bientôt mandataire de votre société. C'est quoi un mandataire? Pour rappel, c'est soit le gérant en SARL, le URL, SCI, soit président ou directeur général de SAS. Pour ces personnes-là, vous avez un mandat dans la société qui vous permet d'avoir un certain nombre d'actions et éventuellement même une rémunération. Eh bien, sachez que en SAS, par exemple, il est possible que le mandataire soit une autre société, une personne morale. Et alors là, pourquoi pas, on pourrait envisager par exemple qu'une holding animatrice soit directement mandataire, donc présidente ou directrice générale d'une société fille. Alors d'une société fille ou non en soi, mais ça a quand même plus de sens lorsqu'on est dans un schéma de groupe que la holding puisse par exemple avoir ce genre d'action. On va en reparler au fur et à mesure, mais globalement ce qu'il faut avoir en tête, voilà, ce sont ces deux structures. La holding, c'est une société qui peut être soit un outil purement patrimonial, soit un outil de gestion également, d'optimisation, et qui va animer le groupe de sociétés qu'elle détient. Qu'elle détient en tout ou partie, parce qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elle ait 100% partout pour avoir ce rôle de holding. Là, vous voyez une détention d'une personne physique qui détient une holding, qui détient toutes les sociétés en dessous. Ça ne veut pas dire qu'elle est le seul associé, parce que déjà on a une SCI. Pour rappel, en SCI, il faut être au moins 2. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est forcément associée unique des sociétés qu'elle contrôle. Il peut y avoir des associés tiers, évidemment, bien sûr. La proportion du capital n'a un impact que potentiellement sur certaines décisions déjà, et puis dans certains cas pour tout ce qui est lié aux apports financiers. Mais bon, on en reparlera peut-être au cours du webinaire. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. On va commencer déjà par un petit point de vigilance. On va orienter notre étude sur les holdings aujourd'hui de cette manière. On va un peu s'interroger, faire attention à ce qu'il faut faire attention sur la holding, ce qu'il faut faire attention sur la société fille ou la société cible. Et après, on reviendra un petit peu sur notamment des petits points plus pratico-pratiques et puis l'opportunité ou non de créer une holding, le calendrier, etc. Le formalisme. On va revenir un peu sur tout ça au fur et à mesure. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et dès que je peux, j'y réponds. Donc, premier point de vigilance sur la holding. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la société holding, quand on va la créer, il y a plusieurs manières de la créer. Bon, on va revenir un petit peu après là-dessus, mais globalement, c'est un processus qui est un petit peu plus long potentiellement de créer une société holding selon comment on s'y prend. C'est-à-dire qu'on peut créer une société holding si on n'a pas encore de société, on va créer une nouvelle société pour ensuite prendre des participations. Ça, c'est relativement simple, parce que la société holding, c'est une nouvelle société, on va avoir un cursus de création d'entreprise assez classique,
si ce n'est à faire attention sur certains points sur lesquels on va parler tout de suite, mais globalement, il y aura des particularités relativement mineures. Là où on va rentrer dans des dispositions un peu plus complexes, c'est dès lors que la société fille ou les sociétés filles existent déjà. Et dans ce cas-là, la création de la holding, eh bien, on va avoir un enjeu majeur, c'est comment on va la placer en haut du groupe. Sachant qu'actuellement, on a déjà des sociétés qui sont détenues par nous, et par nous, plusieurs personnes, potentiellement, ou moi, associé unique. Comment on va faire pour faire le rattachement à la holding en tout ou partie? Donc, on va revenir sur ces points-là. Donc, ça, j'ai commencé déjà un petit peu à balayer cette question. Quel statut juridique, SARL ou SAS ou société civile? Alors là, j'ai envie de dire, ça va dépendre un petit peu de votre stratégie, notamment stratégie de rémunération. Pour rappel, vous allez vous retrouver, vous, dirigeant d'une société holding qui va détenir d'autres sociétés en dessous. Vous voyez le schéma qu'on a vu juste avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement dans la holding, vous avez également, comme pour toute société, la possibilité de vous rémunérer. Et donc, si jamais vous faites le choix de SARL ou de SAS, eh bien, vous allez être affilié à un régime de cotisation sociale et d'une fiscalité, notamment sur les dividendes, propres aux formes de ces sociétés. Pour rappel, en SAS, vous êtes assimilé salarié. Donc, si vous vous rémunérez sur la holding 86% de cotisation, statut cadre, pas de cotisation chômage, toujours pas. Si vous êtes en SARL, vous allez cotiser à la Sécurité sociale des indépendants, le SSI, et vous aurez à peu près 45% de cotisation sociale, mais un régime social, évidemment, plus précaire, et vous prendrez vos complémentaires à côté. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve classiquement dans le choix SARL et SAS, peu importe le type d'activité, il n'y a pas de particularité là-dessus. La société civile fonctionnant d'un point de vue du régime de la sécurité sociale sous le régime des gérants TNS, et pas du tout comme une SAS. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un choix ici de stratégie de rémunération, si on veut se rémunérer sur la holding, de faire le bon choix de forme de société. De la même manière que si on veut avoir une stratégie de dividende sur la holding, eh bien, il faudra bien avoir en tête que si jamais on est en SAS, on n'a pas de limite, pas de plafond sur la flat tax, alors que si on est en SARL, attention, on est plafonné à 10% du capital et du solde moyen des comptes courants d'associés. Parce que si on dépasse ces seuils-là, eh bien après, les dividendes sont soumis à cotisation sociale à 45%, ce qui peut être très désagréable. Donc, pour le statut juridique de votre société holding, il va falloir un petit peu réfléchir à cette stratégie de rémunération. Vous allez voir, on va voir un petit peu après des éléments qui vont vous permettre à vous aider à vous positionner. On va regarder un petit peu le cas de figure de la société fille, quelle est sa forme, quelle est la forme de la holding, et l'inverse, et quelles sont les conséquences sur ces choix de forme. Là, je vous parle beaucoup de formes de société. Vous allez dire, oui, mais alors moi, ma société actuellement, c'est une SARL ou c'est une SAS. Donc ça tombe mal. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de transformer votre société. Il est tout à fait possible, dans le cadre de la création d'un montage holding, de dire, eh bien, très bien, donc le projet, c'est d'avoir une société holding sous cette forme et de cocher telle case. Et donc, potentiellement, je transforme ma société actuelle pour que ça fonctionne bien avec le montage holding. Ça, c'est tout à fait possible. Et par contre, il vaut mieux le faire en amont du schéma de création holding pour que ça se goupille bien. Une particularité qu'on a, c'est sur les sociétés civiles. Pourquoi? Parce que dans les sociétés civiles, la différence avec les deux autres sociétés que vous avez à côté, c'est que la responsabilité limitée des dirigeants est illimitée. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, je viens de vous le donner, la responsabilité illimitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la holding, demain, elle a des dettes, qu'elle ne peut pas les payer, et qu'on va en procédure collective, vous faites faillite, de manière très classique, eh bien, les créanciers à qui la holding doit de l'argent pourront venir dans votre patrimoine personnel chercher tout ce qu'ils ont le droit de prendre pour se payer. Ça, c'est vraiment pas très sympa. L'autre côté, SARL et SAS, vous savez, votre responsabilité est limitée. Elle est limitée à vos apports en capital.
hein, ce qui n'est pas dans la société ne peut pas être atteint par vos créanciers, sauf les cas un peu particuliers, hein, à savoir le numéro 1, que vous avez commis des fautes de gestion. Si vous commencez à faire des abus de biens sociaux, typiquement, ça peut vous mettre dans cette situation-là, avec du coup ce qu'on appelle une action en comblement de passif, hein. Donc on vient vous appeler vous personnellement pour payer les dettes de la société, alors même que normalement la responsabilité était limitée. Donc là, c'est lié à des fautes dans la gestion. Côté société civile, par contre, du coup, on va avoir un contrepartie, un avantage, c'est que quand on fait des apports en nature, en principe, on a un régime différent. Si vous êtes en SAS ou en SARL, lorsque vous allez faire un apport en nature, vous avez l'obligation de nommer un commissaire aux apports, qui est un commissaire aux comptes, hein, très classiquement, qui va rendre un rapport sur la valeur des apports en nature. Et c'est obligatoire dès lors que les apports en nature représentent au moins 30 000 euros ou plus de 50% de l'apport en capital. Exemple, j'apporte des titres pour 25 000 euros et j'apporte de l'argent en numéraire pour 20 000 euros. Eh bien, mes apports en nature sont supérieurs à mes apports en numéraire, donc je dois nommer un commissaire aux apports. Il faudrait que j'essaie d'apporter au moins 1 euro de plus en numéraire que ce que j'apporte en nature pour mon passé. Quoi qu'il arrive, si mon apport de titre fait plus de 30 000 euros, je n'aurai pas le choix de nommer ce commissaire aux apports. En société civile, il n'y a pas cette condition. Je peux très bien faire mon apport en nature sans limite et je n'ai pas du tout besoin de passer par le commissaire aux apports. Donc ça, c'est un avantage potentiellement non négligeable, sachant que ça va générer du coup un coût en moins pour votre création, puisque le commissaire aux apports a un petit coût, hein. Il ne va pas faire son rapport gratuitement, malheureusement. Donc voilà un petit peu pour ce champ de répartition entre SARL ou SAS. En SARL et SAS, donc responsabilité limitée aux apports, mais commissariat aux apports. Société civile, pas de commissaire aux apports, mais une responsabilité infinie et solidaire entre les différents associés de la société holding. Donc stratégie de rémunération. Alors Maël, pour le commissaire aux apports, ça dépend un peu de qui vous travaillez. En tout cas, chez 12, on a un partenariat qui nous permet d'avoir des missions de commissariat aux apports aux alentours de 600 euros. C'est une mission qui, alors nous on est assez content d'avoir négocié ce tarif-là, mais c'est des montants qui peuvent être beaucoup plus importants. Classiquement, on est autour entre 1000 et 1500 euros en pratique. Nous, on a réussi à négocier avec notre partenaire. Et voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est entre 1000 et 1500 euros plutôt normalement. Ça dépend un petit peu de la mission à établir, hein. Des fois, ce sont des très très grosses sociétés à valoriser, qui a beaucoup de travail et potentiellement le montant des honoraires peut varier. En tout cas, nous avons chez 12 négocié un partenariat avec un commissaire aux comptes, ce qui nous permet de proposer à vous, à nos clients, une mission au prix le plus serré possible, sans lésigner sur le conseil, parce que c'est notre force chez 12, et ce pourquoi on essaie d'être là au quotidien pour vous. Voilà pour ce premier point sur le statut juridique de la holding. Ensuite, il faut faire attention sur votre société holding à ce qu'elle ait un objet social, un minimum ouvert. Alors je vous en parlais il y a quelques instants, hein. C'est soit on a une société holding passive, elle va juste détenir des titres. Dans ce cas-là, l'objet social peut être très très simple, hein. Je ne vais pas vous en donner un là, mais globalement, l'activité de gestion, participation, prise de participation dans toute société civile, commerciale, etc. Et la gestion d'un portefeuille de titres. Globalement, ça va être quelque chose à peu près autour de ça. Mais ça peut être intéressant quoi qu'il arrive. Même si vous faites une holding passive, de tout de suite prévoir la possibilité pour votre holding de devenir active. Pour une raison simple, c'est que si jamais demain vous voulez le faire, eh bien vous allez devoir sinon repasser par la case greffe du tribunal, annonce légale, honoraire, pour rajouter le paragraphe dans votre statut, dans vos statuts de votre société holding. C'est un peu dommage, ça va coûter 500-600 euros au moins, au minimum. Tout ça pour quelque chose qu'on aurait pu prévoir dès le début. Donc, on essaie d'avoir un objet social un peu ouvert sur les prises de participation, sur la gestion et les prestations, par exemple, administratives que la holding pourra être menée à faire un jour. Ça permet de voir un peu large. Et ensuite, dans l'activité principale de votre société, sur votre imprimé M0,
éventuellement, si vous avez une société qui pour le moment n'est que passive, ne pas hésiter à déclarer que la partie holding passive pour de la détention de titres. Vous pourrez modifier l'activité principale plus tard sur l'extrait CABIS. Cela coûte beaucoup moins cher que de changer complètement l'objet social. Il n'y a pas d'annonce légale, etc. Donc ça, c'est important de bien préparer votre objet social de holding quand même si ce sont des objets sociaux assez types, on retrouve souvent des choses proches dans les différentes holdings. Il ne faut pas laisser ça au hasard pour s'éviter bien des déboires. Au niveau du capital social de votre holding, il va falloir quand même faire attention à quelque chose. C'est souvent quand on crée une société holding, par exemple, on peut avoir une cible en tête. C'est-à-dire, je crée ma société holding avec pour projet le rachat de la société X. Donc j'ai une cible en tête et potentiellement je vais avoir besoin de financement. Si je veux financer l'acquisition d'une société fille, je vais avoir besoin probablement d'un emprunt. Qui dit emprunt dit banque, qui dit banque dit garantie, et la première garantie pour la banque, ça va être le capital social que vous apportez dans la société. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le capital social est élevé, plus la banque est rassurée, et plus la banque acceptera de vous prêter d'argent pour financer l'acquisition d'une société fille. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucun financement si votre capital social est faible. Par contre, ça veut dire que, moi je vous le dis tout de suite, ça rassure les banquiers. Et un banquier rassuré, c'est un banquier plus ouvert à la négociation, ce qui peut être quand même très utile. Nos amis banquiers doivent être brossés un minimum dans le sens du poil. Moi, j'ai tendance à également conseiller une autre chose, si jamais vous avez un apport en capital qui est fort, c'est éventuellement de tout de suite négocier avec votre banquier, de lui dire, eh bien, j'ai X dizaines de milliers d'euros à apporter dans ma société, j'envisage d'acheter cette cible X pour tant d'euros, mais je ne veux pas bloquer tout dans mon capital, parce qu'une fois que c'est dans le capital, c'est plus compliqué de récupérer l'argent, il y a des formalités de réduction de capital. Par contre, il est tout à fait possible de mettre l'argent sur un compte courant d'associé dans la société, que vous prêtez l'argent à la société, et vous faites ce qu'on appelle une convention de blocage de compte courant. C'est-à-dire que vous engagez auprès de la banque à dire, eh bien moi, pendant 5 ans, 7 ans, 7 ans c'est pas mal, puisque souvent ça correspond à peu près aux durées d'emprunt pour les acquisitions de sociétés filles, on est rarement au-delà, sauf certains schémas particuliers, mais sur cette période-là, je m'engage à ne pas me rembourser mon compte courant d'associé. Une fois que vous avez ça, eh bien, pour la banque, c'est quasi du capital d'un point de vue des garanties. Ça peut être un moyen de négocier un capital social pas trop élevé dans votre société holding, l'apport en compte courant d'associé, et puis comme ça, une fois que le prêt est remboursé à la banque, eh bien, votre compte courant d'associé est débloqué, vous n'avez plus qu'à vous rembourser cette somme dès que la société ou la holding a de la trésorerie pour le faire. C'est plus simple, le formalisme est très allégé et vous serez normalement assez content de ça si la banque l'accepte. Olivier, intérêt d'intégrer une entreprise individuelle infirmière libérale avec une SASU plus SCI dans une holding. Eh bien, en fait, j'ai presque envie de vous dire que c'est souvent la question se pose dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de vous trouver un intérêt à créer une holding, souvent c'est vous qui avez un projet en tête et vous dites je veux faire une holding, est-ce que ça a un intérêt? Donc en fait c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut essayer d'envisager les choses. Si vous avez une entreprise individuelle, entre guillemets, pas en société, soit vous avez une entreprise individuelle, soit vous avez une SASU. Soit vous avez les deux, mais pas pour la même activité. Si jamais vous avez une SASU qui dégage, par exemple, pas mal d'argent, de bénéfices, pas mal de trésorerie, et que vous voulez faire un investissement dans une SCI, ça peut être intéressant d'avoir une holding au-dessus pour faire les passations de trésorerie. Pour rappel, petite chose fondamentale. Quand on distribue des dividendes dans une société, il y a une fiscalité attachée aux dividendes qui est de 30%. Vous savez, la flat tax. Par contre, quand une SAS verse des dividendes à une société holding, à une société mère, on a le régime des mères, ce qu'on appelle le régime des sociétés mères filles, qui fait que les dividendes, au lieu d'être taxés dans la société mère à hauteur de leur montant, ne sont taxés que pour une quote-part de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma SASU remonte 100 000 € de dividendes dans ma société holding,
Si ma société holding, par exemple, elle n'a pas de chiffre d'affaires, hein, elle n'a pas de chiffre d'affaires, eh bien, au lieu d'intégrer dans ses produits 100 000 euros, je vais intégrer que 5 000 euros. 5% de ce montant de dividende. Et sur ces 5 000 euros, je vais payer mon IS à 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 750 euros d'IS dans la holding pour avoir encaissé 100 000 euros de dividende. Un frottement fiscal à hauteur de 0,75%. C'est extrêmement faible. Et si on compare par rapport à si j'avais pris l'argent moi pour ensuite le réinvestir, j'aurais eu que 70 000 à réinvestir, parce que j'aurais payé 30% à l'État, et j'aurais 70 000 que j'aurais réinvesti potentiellement dans ma SCI. Si je fais avec une société holding, par exemple, eh bien, je peux réinvestir à hauteur de 99 250. La différence peut être fondamentale dans le cadre d'un investissement immobilier. Donc, ce sont des questions importantes à mettre sur la table pour voir si ça a un intérêt. Donc, en fait, Olivier, pour répondre à la question, en fait, ça dépend de votre projet. Si vous avez un projet de SCI, alors, Philippe, oui, je parle toujours de la société fille paye son IS avant les dividendes. On va voir après comment on peut essayer de jouer et d'optimiser là-dessus. Mais effectivement, la fille paye son impôt sur les sociétés. Ensuite, elle constate qu'elle a un résultat net de 100 000 euros. Elle verse ces 100 000 euros à la société holding. La société holding constate un produit de 100 000 euros sur lequel elle ne déclare que 5 000 et elle paye de l'IS sur 5 000. C'est ça le schéma de remontée. On va revenir après pour voir comment on peut essayer de venir jouer sur les taux d'IS, ou en tout cas on a quelques petites marges de manœuvre. Alors, si une société holding perçoit des dividendes, la société holding, elle, ne cotise pas. Elle n'est pas affiliée au régime social. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un individu, personne physique qui perçoit les dividendes de SARL, s'il est gérant majoritaire, Philippe, eh bien, sur la partie des dividendes supérieurs à 10% du capital, plus 10% de la moyenne de son compte courant annuel, eh bien, les dividendes seront soumis à cotisation sociale. Donc 45%, donc c'est pas forcément très optimisé. La SARL où on est gérant majoritaire, c'est pas un schéma très optimisé pour se verser des dividendes en tant que personne physique. Donc voilà, Olivier, pour répondre à la question, en fait, il faut fixer un cap, c'est-à-dire quel est mon objectif? Mon objectif, c'est faire de l'investissement immobilier parce que j'ai de la trésorerie excédentaire. Une fois qu'on a fixé ce cap, on se dit très bien, comment je peux faire pour faire un investissement immobilier? Qu'est-ce qui est intéressant de faire? Est-ce que le mieux, c'est par exemple de faire une SCI? Est-ce que le mieux, c'est de faire une holding? Et ensuite, de regarder en fonction de la trésorerie disponible et de votre activité, s'il est pertinent ou non de créer une société holding, parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'une société holding, ça a des coûts, hein, il y a un coût fixe minimum. C'est une société qui va avoir besoin de comptabilité, un peu de juridique annuel, des frais bancaires. Donc il va falloir regarder un petit peu si ces frais fixes aussi sont vite amortis. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus créer une holding si jamais ça représente un coût et pas d'intérêt. Donc Olivier, il faut vraiment prendre le problème dans l'autre sens. J'ai un projet, est-ce que ce projet il est pertinent de le faire avec une société holding ou non? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut orienter la question. Il ne faut pas se dire, ok, bon moi j'ai mon activité, est-ce que je fais une société holding ou pas? Ça n'a pas forcément d'intérêt en soi, une société holding. Ça s'inscrit vraiment dans une stratégie. Hop là. Alors, l'avance de trésorerie, il faut rembourser la société qui prête l'argent. Alors, je suis pas sûr on n'est pas encore arrivé à la question de la convention de gestion de trésorerie, mais effectivement, hein, lorsqu'on a de toute façon, Mohamed, constaté un prêt d'argent intersociété, eh bien effectivement, à un moment donné, il faudra le rendre. Ça, il n'y a pas le choix, parce que si on l'abandonne, de toute façon, ça va générer de la fiscalité, puisque ça va générer un produit lié à l'abandon. Donc, quoi qu'il arrive, l'avance de trésorerie, ça peut être une méthode de financement, mais effectivement, ça ne joue pas non plus sur les charges. Hein. Parce que les avances de trésorerie, ça joue que sur les comptes de bilan, qui sont des comptes hors charge de produits. Donc, en soi, l'avance de trésorerie implique toujours de rembourser à un moment donné. C'est pour ça que, par exemple, quand on est une société fille, si on veut servir de la trésorerie de ces sociétés filles, ça peut être intéressant d'avoir une holding, parce qu'une fois qu'on a versé des dividendes à la société mère, à la société holding,
bien la holding devient propriétaire de cette somme. D'accord? Elle n'aura pas à rembourser la fille. Pas comme lorsqu'effectivement on va faire une gestion de trésorerie au niveau du groupe. On va avoir des liens de trésorerie entre toutes les sociétés, mais qui sont des liens de créances et de dettes qui doivent être remboursés à terme. Alors à terme, en soi, quand on est en groupe de sociétés, on a pris un peu d'avance sur le programme, mais c'est pas très grave. Quand on est en groupe de sociétés, si on a une convention de gestion de trésorerie, on peut faire des flux de trésorerie entre les sociétés du groupe. Et tant que la société reste dans le groupe, en soi, il n'y a pas d'obligation de la rembourser pour le moment. Quoi qu'il arrive, il faudra mettre en place un intérêt de rémunération pour les sociétés qui prêtent de l'argent. Moi, je vous recommande de toujours mettre l'intérêt minimum, c'est-à-dire l'intérêt déductible fiscalement. Il est assez faible, 70, 80 de mémoire, et il est déductible de l'IS pour la société qui le paye. Évidemment, il génère un produit taxable pour la société qui le reçoit, mais ça permet aussi de justifier qu'une société prête de l'argent. Parce qu'une société doit agir dans son intérêt social personnel. Comment vous justifiez que la société X prête 100 000 euros à la société Y gratuitement? Ça n'a pas de sens. On ne prête pas de l'argent gratuitement comme ça, sauf dans des cas très particuliers. Lorsque c'est un prêt qui va générer un financement, par exemple un investissement, qui va enrichir une autre société, il faut que la société qui prête l'argent ait un minimum, un intérêt dans l'opération. Pour préserver l'intérêt social de la société qui prête, on mettra toujours en place un intérêt de rémunération du compte courant déductible fiscalement. Voilà pour cette partie-là. Donc effectivement, une société holding, le capital, c'est soit on a un apport en numéraire fort parce qu'on va avoir une société cible à acquérir, des besoins de financement et éventuellement une banque dure de négociation, et donc on va potentiellement avoir un capital social élevé. L'autre point, c'est quand on va créer la société holding avec l'apport des titres d'une société fille. J'ai déjà ma société fille et j'apporte ces titres de société à ma société holding. Eh bien, ma société holding, son capital va être composé de la valeur des titres. Je prends un exemple. Ma société fille vaut 100 000 euros. J'apporte les titres à ma société holding. Ma société holding reçoit donc des titres qui valent 100 000 euros. Son capital fait donc 100 000 euros et elle me remet à moi, qui lui ai donné les titres, elle me remet à moi des parts ou des actions de société holding pour un montant de 100 000 euros. Donc moi, j'ai échangé mes parts de ma société fille avec des parts de ma société holding. Je n'ai pas perdu en valeur, parce que je récupère la même chose en valeur, mais j'ai intégré dedans, non pas la valeur nominale, mais la valeur réelle de ma société fille. Hein, ce qui veut dire qu'il y aura une valorisation nécessaire de ma société fille. Je dois savoir combien elle vaut si je la vends aujourd'hui. Ensuite, comme on est en commissariat aux apports, c'est-à-dire j'apporte et c'est moi qui récupère, je n'ai pas besoin de prendre la valorisation haute pour cette opération. Je prends une valorisation moyenne voire basse, pas d'intérêt particulier. Je prends Alors elle est valorisée par qui? Elle est valorisée par un expert comptable. Chez Doux, nous avons des experts comptables qui font ces opérations de valorisation avec des méthodes en fonction du secteur d'activité, du type de structure. Hein. Si vous avez une société dans tel secteur ou dans tel secteur, vous n'avez pas les mêmes méthodes de calcul et de valorisation. Ensuite, on fait souvent une moyenne, hein. C'est-à-dire que l'expert comptable va regarder la valeur patrimoniale, la valeur de rentabilité, etc. Il va faire les moyennes nécessaires, etc. Il va combiner ces méthodes, il va vous dire, eh bien, j'estime que ça vaut entre tant et tant d'euros, avec une valeur moyenne autour de X milliers d'euros. Donc, vous pouvez partir là-dessus. La valorisation, on la fournit au commissaire aux apports, comme ça, il a des éléments pour prendre son rapport, hein, parce que le commissaire aux apports va vous demander un certain nombre d'éléments. Il va vous demander les comptes des dernières années. Si jamais les derniers comptes ont plus de 6 mois, il va vous demander une situation comptable de moins de 6 mois. Les grands livres, des immobilisations, etc., etc. Il y a un certain nombre d'éléments à fournir au commissaire pour qu'il puisse rendre son rapport le plus rapidement possible. Donc le capital social, soit numéraire, soit avec un apport de titre, qui peut donc être assez important, et cette intervention du commissaire aux apports. Hop là.
Alors, Angelo Olivier qui m'indique objectif unique holding, remontée de trésorerie de ma SASU, le chiffre d'affaires de mon entreprise individuelle de mon épouse pour versement en dividende. Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entreprise individuelle, elle ne peut pas être sous une holding. Pourquoi? Parce que l'entreprise est attachée physiquement à la personne. Et ça voudrait dire sinon qu'on donne la propriété d'une personne à la société holding, ce qui n'est pas possible. En tout cas pas dans ce monde, pas à ce jour. Donc ça, c'est pas possible. Ça veut dire que l'activité de votre épouse, Olivier, il faudrait la passer en société. Si on voulait, par exemple, dans une société d'exercice libéral, pour les infirmières, ça marche très bien, pour qu'elles puissent avoir une société holding au-dessus. Et ce sont des sociétés qui sont un petit peu normées avec l'ordre des infirmières. Et il faudra faire valider le montage par l'ordre pour éviter toute problématique. Et ensuite, effectivement, il serait possible de mettre une holding au-dessus et d'avoir de la remontée de trésorerie. Voilà. Mais les dividendes peuvent-ils être versés à n'importe quel moment au cours de l'exercice ou faut-il qu'ils soient clôturés? Alors ça, c'est une excellente question. Et bien du coup, je vous propose de parler de la date de clôture et de répondre à cette question en même temps. Les dividendes, pour verser des dividendes, peu importe la société, que ce soit une société holding ou non, l'obligation est qu'il y ait au moins un bilan comptable. Donc ça veut dire qu'on a au moins clôturé le premier exercice. Ensuite, quand est-ce qu'on verse des dividendes? On peut le faire quasiment toute l'année, c'est-à-dire qu'on a le droit de le faire dans les 9 premiers mois de chaque exercice. Si je clôture au 31 décembre, eh bien je peux verser des dividendes du 1er janvier au 30 septembre. Je n'ai pas le droit de verser des dividendes au cours des 3 derniers mois précédant le bilan qui va arriver. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, du coup, ça peut être une stratégie de fixation de la date de clôture. Quand est-ce qu'on va fixer la date de clôture? Est-ce qu'on la met avant la filiale, après la filiale, à la même date que la filiale, enfin que la société fille, hein, filiale c'est société fille. Là, il y a différentes possibilités. Étant donné que le résultat de la société fille peut être distribué à la société holding, quoi qu'il arrive, il faudra attendre, si jamais on fait des distributions de dividendes, il faudra potentiellement attendre un an. Hein, si on met à la même date, si jamais on n'a pas de trésorerie la première année. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais clôturer au 31 décembre mes 2 sociétés. Au mois de février, je vais distribuer des dividendes dans ma société holding. Si ma société holding n'a pas de résultat distribuable, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de produit distribuable, eh bien je ne pourrai pas distribuer grand-chose. Donc je serai obligé d'attendre d'avoir fait le prochain bilan, qui constatera qu'elle a encaissé des choses au mois de février pour les distribuer. Donc attention au calendrier, ça peut ne pas forcément être pertinent. Donc des fois, ça peut valoir le coup de les décaler. Pas forcément besoin de beaucoup les décaler. Après, au-delà une fois qu'on a passé la première année, ça peut être intéressant d'avoir la même date pour enchaîner les remontées de dividendes. Hein. C'est-à-dire, je fais mes 2 bilans au 31 décembre et en février, je commence par mon assemblée générale de la société fille qui remonte des dividendes. Et puis on a la trésorerie, du coup, je peux verser des dividendes dans la société holding. Quoi qu'il arrive, pour verser des dividendes, il faut avoir du bénéfice distribuable. Donc pour rappel, le bénéfice distribuable, c'est ce qui est dans les réserves, dans le report à nouveau de la société holding et de la société fille. Donc il faut avoir de l'argent à distribuer. Il ne suffit pas d'avoir la trésorerie, il faut avoir des sommes qui soient distribuables d'un point de vue du bilan au passif. Donc ça, c'est assez important. L'avantage de mettre à la même date, c'est que ça permet d'avoir une image assez fiable du groupe de société, notamment si on veut regarder une image un peu consolidée des comptes du groupe. Donc ça peut être intéressant. Voilà les principaux points de vigilance qu'il fallait avoir pour la société mère. On va s'arrêter maintenant un instant sur la société fille et puis après on va combiner tout ça pour voir ce que ça donne. Quel statut juridique pour la société fille? Alors là, de manière très pratico-pratique, si j'ai un dirigeant qui se rémunère sur la société fille, souvent on va plutôt choisir une société fille en SARL.
pour qu'il ait des cotisations sociales relativement faibles, 45%, ce qu'on a dit tout à l'heure. Si l'objectif, c'est de plutôt faire de l'optimisation, je vais plutôt essayer de partir sur la société SAS, pour ma société fille, ce qui va me permettre, notamment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si ma société fille est une SAS, eh bien son dirigeant peut être la société holding. Et là, on va reparler de ce que Mohamed questionnait tout à l'heure. Est-ce mieux la prestation? Mohamed, on va y venir dans un instant. On va voir comment on peut bien faire les choses. Qui doit-on nommer comme dirigeant? Eh bien, de toute façon, si ma fille est une SARL, sachez que je n'aurai pas le choix, je nommerai une personne physique. Par contre, si ma fille est une société, une SAS, eh bien, j'ai le choix. Ce qui, souvent, si on est en SAS, le meilleur choix sera de nommer la société holding. Et on va tout de suite voir pourquoi. Si ma société fille est une SAS, et que ma holding est une SAS. Je peux donc nommer ma holding présidente de la fille. Ça signifie quoi ensuite? Ça signifie que j'ai la possibilité de verser des dividendes depuis la holding vers les associés. Donc, ma société fille remonte les dividendes à ma holding verse aux associés, à ses associés à elle. Ensuite, j'ai possibilité de rémunérer sous forme de bulletin de salaire dans la holding ou dans la fille. Soit je suis dirigeant, moi, dans la holding, et donc je me rémunère avec un bulletin de paye, par exemple, en tant que président de la holding. Aucun problème. Autre point très intéressant, on ne l'a pas mis là, mais qui est hyper sympa, c'est que lorsqu'on a ça, il est tout à fait possible de rémunérer le mandat de présidente de la SAS. Et ça va me permettre de tout de suite recouper avec ce que Mohamed posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est mieux la prestation? Eh bien, la holding qui est présidente de la société fille, eh bien, comme tout mandataire, comme tout président, hein, quand vous êtes président, vous avez le droit de percevoir une rémunération, eh bien, sachez que la holding présidente, elle a le droit de percevoir une rémunération. Il suffit de faire un procès-verbal dans la société fille qui fixe la rémunération de la société holding à tant d'euros, et ensuite, bien, la société holding, elle facture son mandat de présidente, elle émet une facture. Bien sûr, il faudra prévoir la TVA, et ça permet deux choses. Pour la société fille, c'est une charge déductible. Une rémunération de dirigeant, c'est une charge déductible. Donc ça va générer de la charge, et si on génère de la charge, on réduit le résultat net de la société fille. Si on réduit son résultat net, qu'est-ce que l'on fait de fondamental? On réduit son assiette d'impôt sur les sociétés, et donc on réduit son taux d'impôt sur les sociétés au global. Vous allez me dire, très bien. Mais du coup, l'argent qu'on n'a pas taxé chez la fille, la société mère holding, va l'encaisser. C'est vrai, la société holding va le déclarer en tant que produit, mais ça permet de remonter de l'argent dans la société holding, et ça c'est chouette. Et la société holding a le droit, si elle est un impôt sur les sociétés, à un taux réduit à 15% jusqu'à 38 120 €. Alors là, je vous propose un petit tour de magie, quelques instants. Si ma société fille, elle a un IS, un résultat net, avant IS, à plus de 38 000 €, admettons qu'elle ait 80 000 €, si j'avais par hasard une rémunération de mandat de ma présidente d'environ 40 000 €, je remonte ces 40 000 € dans la société holding, et du coup dans ma société fille, je vais avoir à peu près 40 000 €. Quasiment l'intégralité de mon bénéfice va être soumis à 15%. Et dans ma société holding, j'ai à peu près 40 000 € que j'ai remontés, vont être également soumis à 15%. Parce que jusqu'à 38 120, je suis à 15% d'IS. Si j'avais tout laissé dans ma société fille, j'aurais payé 15% jusqu'à 38 120 et 26,5% sur le reste. J'ai donc fait une économie sur la différence entre mon résultat net et 38 120. J'ai fait une économie de 11,5% d'impôt. Ça, c'est une méthode qui permet donc de faire baisser le résultat net de la fille, augmenter le résultat de la holding. L'idée, c'est d'essayer de se servir au maximum des taux réduits d'IS pour avoir un taux d'IS le plus bas possible
sur le groupe de sociétés. Si jamais ma société holding est présidente, je peux le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à ce jour, l'administration fiscale n'a pas le droit de juger du montant de rémunération d'un président. Parce que vous comprenez que c'est quelque chose d'assez personnel. Les associés rémunèrent leur président selon des critères très subjectifs. Ce qui est très, très important, parce que d'un point de vue de la sécurité fiscale du montage, à ce jour, l'administration fiscale n'est pas en mesure de pouvoir venir vous dire « Attendez, votre rémunération de président, elle correspond à rien ». Elle n'a pas le droit de le faire. Et on a tout à fait le droit de rémunérer un président qui ne ferait pas grand-chose. C'est pas du tout interdit. Par contre, si jamais la société n'est pas présidente, par exemple parce que ma société fille est une SARL, comment je peux faire pour faire ça? Eh bien, c'est ce que disait Mohamed, l'existence de prestations. Très classiquement, ce qui se faisait et se faisait beaucoup avant, c'est une société holding qui facturait des prestations à ses sociétés filles. Sur le principe, aucun problème. Produit taxable dans la mère, déductible dans la fille, pas de souci. Mais l'administration fiscale est venue, en cas de contrôle, elle est venue nous dire « Bonjour, très bien, je vois que dans votre société fille, vous avez déduit des prestations pour ça, ça, ça et ça. Je vois vos factures, c'est très bien. Je vous remercie pour valider la déductibilité fiscale de ces factures, de m'apporter la preuve de l'effectivité de ces prestations. Je veux savoir ce qui a réellement été fait, quand et comment, quel type de prestation, est-ce que ça a vraiment été payé. Et donc là, on s'est retrouvé, alors je dis on, parce que c'est assez impersonnel, hein, mais il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées dans l'impossibilité de justifier de l'existence des prestations, parce qu'en réalité, ils avaient facturé du vent, juste pour faire remonter de l'argent. Et donc l'administration fiscale est venue dire, très bien, moi je compte pas tout ça, et donc je retire cette déductibilité des charges, elles ne sont pas déductibles pour moi, et donc je réintègre tout ça dans votre impôt, et il va falloir passer à la caisse. Donc attention sur les prestations, Mohamed, c'est vraiment, ça marche bien s'il y a réellement des prestations effectivement réalisées par la société holding. Par exemple, dans le cas où vous embauchez un comptable sur la holding, ou une personne qui est un ou une secrétaire sur la holding, du personnel administratif sur la holding, vous n'aurez pas de mal à justifier que ces personnes-là travaillent pour tout le groupe de sociétés, et donc on refacture des prestations en fonction de leur rémunération brute avec plus un taux de marge. Là, il n'y aura pas de difficulté. Par contre, s'il n'y a que vous, président de votre société holding, en dessous des sociétés filles et des prestations qui sont facturées, eh bien, il faudra bien préparer l'argumentaire pour l'administration fiscale, parce que sinon, vous allez vous retrouver bien seul devant l'inspecteur des impôts, donc ça serait dommage. Alors la convention de prestation ne vous protégera pas sur l'efficience sur l'effectivité des prestations. Le fait est qu'il y ait une convention de prestation ne signifie pas que les prestations sont réellement effectuées. Donc là-dessus, il faut bien faire attention. Alors sachez que si vous créez une SARL sous forme de holding, si c'est une SARL, elle peut quand même, elle, être présidente de votre société fille. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce qui bloque le montage où on a une société holding mandataire, c'est quand la société fille est une SARL. D'accord? Mais dès lors que la fille est une SAS, si la holding est une SARL, ça vous permet de vous rémunérer sur la holding au taux de 45% de cotisation sociale, et sur la société fille, d'être président avec la holding. Par contre, c'est un schéma qui rend pas optimal le fait de vous verser des dividendes, vous, sur la holding, sauf à avoir un très gros capital, ce qui peut s'envisager également, hein, mais c'est un schéma un petit peu à affiner comme ça, quoi. Si la holding est une SARL et la fille est une SAS, donc c'est ce qu'on a déjà un peu pris les devants avec les questions de Mohamed, il est tout à fait possible de faire nommer la holding présidente de la fille, et il est possible de vous rémunérer en tant que sécurité sociale des indépendants. Par contre, avec ce pendant du côté des dividendes, hein, qui sont moins intéressants à verser en SARL que en SAS. C'est pas assez pour justifier la SARL pour se rémunérer. SAS fille, holding SAS, SARL. En fait, c'est tout à fait justifiable de dire ma SARL
c'est la holding, ma SAS c'est ma fille. La question c'est comment on fait remonter de l'argent de la fille vers la mère. Soit c'est des dividendes, soit c'est des prestations qui sont facturées, mais il faut qu'elles existent. S'il y a une convention de prestation, il faut qu'il y ait quand même des prestations qui existent. Le fait qu'elles soient dans un rapport mère holding ne suffit pas à justifier l'existence d'une facturation, très clairement. Il faut vraiment qu'il y ait des prestations réelles. Par contre, moi, ce que je vous recommande dans votre schéma, Mohamed, c'est plutôt de mettre la holding société SARL holding, de la mettre présidente de votre SAS fille, et là, il n'y aura pas de difficulté particulière. Si la société fille est une SARL et que la holding est une SAS, eh bien dans ce cas-là, on va se rémunérer plutôt sur la fille, parce que comme ça, on va payer 45% de cotisation sociale sur la société fille, on sera au régime des indépendants. Ensuite, le solde du bénéfice qui remontera dans la holding SAS, en dividendes là uniquement. Hein. Attention, là on ne pourra pas avoir de nomination de mandataire. Hein. Les dividendes, eh bien dans la holding, on pourra quand même avoir cette stratégie de dividendes à 30% pour combiner, on va dire, le meilleur des deux mondes. Hein. D'un côté, la rémunération des gérants TNS dans la fille, et en haut sur la holding, les dividendes sans plafond, vu qu'on est en SAS. En fait, Mohamed, si la société holding est présidente, effectivement, c'est pour la remontée d'argent. Et en fait, quand on veut remonter de l'argent de la société fille vers la société holding, on n'a pas 10 méthodes. Si la société, soit la société holding, elle facture des choses, donc elle récupère de l'argent parce qu'elle facture, soit elle perçoit du dividende. Donc le dividende, on a vu, hein, avec le régime mère-fille, il y a 5%, la quote-part de 5%. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, comment on fait la facturation pour la deuxième partie? La facturation, comme Philippe le faisait remarquer, hein, les dividendes remontés, c'est après l'IS de la fille. Par contre, tout ce qui est lié à la facturation, c'est avant l'IS de la fille. Et donc, c'est intéressant de pouvoir venir baisser un peu le résultat de la société fille. Pour baisser le résultat de la société fille et remonter l'argent, on n'a que deux méthodes, les prestations et le mandat de dirigeant. Et pour ces deux méthodes, eh bien, attention, la première, mandat de dirigeant, eh bien, c'est assez aujourd'hui souple d'un point de vue des contrôles de l'administration fiscale. Pour la deuxième, l'existence de conventions de prestation, eh bien, l'administration fiscale est en droit de réclamer la preuve de l'effectivité des prestations. Et enfin, quand on a une holding SARL et une fille SARL, eh bien là, c'est pas très optimisé, mais au moins on peut se rémunérer à 45% dans les deux structures. Dans le cas d'une fille SARL et d'une holding SAS, pourquoi ne pas se rémunérer uniquement en dividende au niveau de la SAS? Alors c'est possible, mais en soi, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi ne pas le faire? Eh bien, vous risquez de tomber dans la taxe Puma. Attention. C'est-à-dire que si vous n'avez que des rémunérations sous forme de dividendes, vous pouvez potentiellement devenir éligible à la taxe Puma. Donc là, il faut faire un peu des simulations pour vous donner les chiffres, mais potentiellement, ça peut valoir le coup de se verser une petite rémunération. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on se verse des dividendes, on ne cotise à rien. Hein, parce que sur les 30% qu'on paye quand on fait des dividendes, il y a de l'impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS. Mais tout ça, ce sont des prélèvements sociaux, ce ne sont pas des cotisations sociales. Ça veut dire que vous n'avez rien en termes de protection sociale. Vous n'avez pas de cotisation retraite, vous n'avez rien du tout. Donc, il faut trouver un petit cocktail un peu subtil, mais ça, pour venir essayer d'avoir un petit peu aussi d'envisager éventuellement un peu de revenus différés, hein, sous forme de cotisation retraite, etc. Voilà. En faisant attention, donc aussi, hein, pas oublier le montant minimum de rémunération. On a des plafonds hein, que la sécurité sociale prévoit. Si on se rémunère, par exemple, en SAS, il faut prévoir au moins, alors je crois que c'est environ 650 € par mois sur le trimestre, pour valider un trimestre de retraite. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça pour ne pas se retrouver embêté. Une question très très importante, mais on a déjà parlé un petit peu de ça, c'est la question du timing. On a plusieurs manières de créer une holding. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut créer une holding au début, c'est-à-dire lorsqu'on on se lance, j'ai rien,
j'ai pas d'activité, je lance une holding avec pour objet notamment, par exemple, le rachat d'une SAS. Alors là, on va voir les deux étapes suivantes. Première étape, je crée ma société holding. Deuxième étape, avec ma société holding, soit je crée une deuxième société, c'est-à-dire c'est ma holding qui apporte le capital de ma deuxième société. C'est un phénomène assez rare, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'en général, il n'est pas justifié de commencer par un montage holding lorsqu'on a une société qui démarre son activité. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout optimisé, hein, ça va faire beaucoup de coûts fixes pour un lancement d'activité. Ce schéma-là, on va le rencontrer plutôt lorsqu'on a une société holding que l'on crée et qu'on rachète une SAS déjà existante. Hein, dans le rachat d'entreprise, ça se fait beaucoup. Et souvent, vous avez peut-être pu entendre parler de ce qu'on appelle tout ce qui est LBO. Donc, ce sont des mécanismes où on va emprunter sur la holding et ensuite on va rembourser le prêt fait pour acheter l'entreprise en se remontant de l'argent de la SAS. Et où finalement, la société qu'on a rachetée va participer au remboursement de son propre rachat. Il faut faire ça un petit peu subtilement, mais ce sont des mécanismes que l'on rencontre régulièrement. Eric, bonjour, je suis président d'une SASU et j'ai le projet de créer une SCI pour louer des locaux à ma SASU. Je prévois donc de créer une holding pour chapeauter les deux. D'autre part, j'ai un petit portefeuille boursier et je souhaiterais le gérer via la holding pour minimiser la flat tax. Est-ce possible? Écoutez, Eric, a priori, avant toute étude approfondie de votre dossier, ça m'a l'air de fonctionner. Il n'y a pas, en tout cas, le schéma que vous proposez, j'ai une SASU, je veux une SCI pour faire de l'immobilier et j'ai un petit portefeuille de valeur boursière à gérer, ça me semble pertinent que tout ça puisse être fait dans une société holding. Ce qu'il faudra juger un petit peu, c'est de l'intérêt risque, enfin l'intérêt coût-avantage. Dans certains cas, si la SASU a une activité très faiblement risquée, par exemple quand on fait du consulting ou des activités très liées à notre personne, mais qui n'ont pas d'engagement fort, hein, par exemple pas de crédit, pas de fournisseur, etc. Des fois, on va tendance à préconiser, si l'investissement il n'est pas très important, on va préconiser de directement faire une SASU qui peut prendre une participation dans une SCI. Parce que là, la SASU, elle prend par exemple 5% de la SCI. Vous, en perso, vous prenez les 95% qui restent. Ça vous permet d'avoir du financement descendant de votre SASU en utilisant la trésorerie. Il faudra qu'elle remonte, comme l'avait remarqué, je ne sais plus quelle personne l'avait remarqué, mais c'était effectivement tout à fait pertinent. Mais effectivement, ça peut être une autre méthode de faire. Hein. C'est-à-dire faire d'une société existante, de la faire devenir une holding finalement, en faisant descendre la trésorerie plutôt que de la faire remonter. C'est une autre méthode, mais ça peut fonctionner. Donc Eric, alors si vous êtes dans le bâtiment, c'est un peu plus risqué. Donc la holding, ça me semblerait beaucoup plus justifié dans votre situation. Il faut regarder un petit peu votre situation personnelle, mais en soi, le schéma que vous avez en tête, peut-être tout à fait pertinent. Je vous invite, si éventuellement vous voulez en savoir plus, à prendre rendez-vous avec un juriste chez Dougs et on pourra étudier avec les chiffres votre situation et voir ce qu'on peut vous proposer de plus optimisé. Alors, je vous le propose à vous, mais en vrai, je le propose à tout le monde. Mais en général, j'attends la fin du webinaire. Si on a mis un petit peu de temps, hein, je traîne un peu en longueur sur ce webinaire, mais je veux absolument vous donner un maximum d'informations. Mais voilà. Victor, SARLFI avec rémunération de gérance pour limiter les cotisations sociales. Une SAS mère qui détient 100% des parts, qui reçoit les dividendes. La holding peut par la suite constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Le montage me semble optimal dans un objectif de constitution de patrimoine. Et ben, Victor, ça peut très bien fonctionner. Hein. Vous avez décrit là, de toute façon, vous avez l'air d'avoir la bonne maîtrise de votre montage. Effectivement, la SARLFI pour se rémunérer et prendre des cotisations pas très élevées. Et la SAS mère qui permettra derrière avec... c'est beaucoup plus facile comme ça, Victor, il faut le dire tout de suite. Ça a l'air de bien fonctionner. Mais effectivement, c'est une bonne méthode aussi pour faire de l'investissement et combiner ce que je disais tout à l'heure, un peu le meilleur des deux mondes, hein, les rémunérations à 45%, enfin taux de cotation faible, éventuellement avec les complémentaires, on sait que ça fait souvent un peu plus de 45%, et puis le bénéfice des dividendes au niveau de la société holding.
qui va pouvoir après aller papillonner et vivre des aventures d'investissement qui remonteront et vivront sous forme de dividendes ou autres. Hein. Sur le champ des possibles, presque limité que par l'imagination. Voilà pour ce premier point. Souvent, ensuite, on va avoir ce schéma qui est un petit peu différent. C'est je crée ma holding après quelques années d'exploitation. On en a déjà un peu parlé, donc je vais aller un peu plus vite. C'est la situation où je suis propriétaire des titres de ma SAS, SAS ou SASU, et donc je fais un apport des titres ou une cession des titres à la holding. Là, je vais m'arrêter 2 minutes sur cette distinction, hein, apport ou cession. Si jamais je fais une holding, deux manières de rattacher ma société à la holding. Numéro 1, je fais un apport. Numéro 2, je fais une cession. Quelles sont les différences? Eh bien, la fiscalité ne va pas du tout être la même. Si par exemple, je fais une cession de ma SAS qui a beaucoup d'années d'expérience et qui fait pas mal de chiffres, qui a une valeur importante, si je veux la rattacher à ma holding, soit je fais un apport. Dans ce cas-là, je vais avoir un report d'imposition, c'est-à-dire que la valeur qu'on va constater dans l'apport ne va pas faire l'objet d'une imposition chez moi. J'ai ma SAS, elle a un capital de 1000 euros, mais elle vaut 100 000. Quand je fais l'apport à ma holding, eh bien, je constate une plus-value de 99 000, mais je la place en report d'imposition. Elle n'est pas imposée pour le moment, elle sera imposée plus tard, notamment si la holding se sépare des titres de la SAS. Et surtout sans réinvestissement, et surtout si moi je me sépare de mes titres de holding. Si jamais je suis dans un cadre de cession de mes titres, je peux vendre mes titres de SAS à ma holding. Et si je reprends mon exemple, je l'ai constitué avec 1000 euros de capital et je la vends 100 000 euros à ma holding, je vais avoir une plus-value de cession de ma société, dans mon impôt sur le revenu, à hauteur de 99 000 euros. Est-ce que c'est un mauvais choix? Pas toujours. Si jamais ça fait vraiment longtemps que j'ai ma société, peut-être que j'ai des mécanismes d'exonération de la plus-value, et ça peut être intéressant de ce qu'on appelle purger la plus-value. Je paye mon impôt ou je génère ma plus-value qui est exonérée quasi partiellement ou totalement. Ça me permettra, le jour où je revends ma holding, par exemple, de ne pas avoir le report d'imposition qui revient quand je suis en apport. Donc là, c'est un peu au cas par cas, en regardant la valeur des entreprises pour essayer de placer les opérations dans le bon sens et aussi de ménager la trésorerie de chacun. Si je génère une plus-value et une imposition et que la personne ne peut pas la payer, eh bien, c'est pas la peine. Parce que là, autant que j'aille tout de suite sur de l'apport plutôt que de me mettre dans une situation de trésorerie inconfortable. Christophe, possesseur d'une holding URL et filiale en SASU, j'ai passé pas mal de temps, il y a 2 ans, pour construire la structure montage. Si j'avais eu votre présentation juste et précise à l'époque, bravo pour ce partage. Écoutez, Christophe, je vous remercie, ça me fait grand plaisir. Et n'hésitez pas, chez Doobs, on a des webinaires qu'on essaie de faire après tous les jours sur des sujets très divers et variés. Et on essaie d'avoir toujours cette méthode pour essayer de vous faire en sorte que ce soit le plus simple possible à comprendre. Et on a également une chaîne YouTube, je vous invite à y aller. On essaie de poster un maximum de vidéos et de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, hein, tout simplement, comptable, fiscale et juridique, pour vous aider, vous les entrepreneurs au quotidien, parce qu'on sait que c'est précieux de se sentir accompagné sur ces questions. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on se retrouve dans ce schéma, moi, ma holding et ma SAS. Petite particularité de cette solution, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est si on est en apport de titre, le régime de faveur, c'est le régime de report d'imposition. Pour cela, il faut que les deux sociétés soient à l'IS. Il ne faudra pas de mouvement d'argent en cas d'apport. Donc, globalement, ce qu'il faut, c'est éviter derrière de se séparer trop vite des titres pour éviter de faire retomber le report d'imposition. Combien coûte une holding? Alors là, ça dépend un petit peu de votre prestataire, mais je vais vous donner un peu une idée des chiffres que ça donne chez Doobs. Et comme ça, vous aurez une idée. Et après, vous pourrez toujours éventuellement, si vous le souhaitez, comparer. Donc, si on passe chez Doobs, sachez qu'on a une équipe de juristes spécialisés en droit des sociétés chez Doobs. C'est notre métier. Donc, ils ont parfaitement l'habitude de faire tout ça. Et donc, on rédige vos actes, on réalise les procédures, les formalités, et on vous obtient le cabis le plus vite possible. Donc n'hésitez pas. On vous a mis une photo de Manon, mais elle n'est pas toute seule. Ils sont très nombreux dans le service juridique et ils n'attendent que vous pour vous aider. Je vous ai mis la grille tarifaire, mais
hop, avant, je vais répondre à la question d'Olivier. Donc, une holding peut comporter uniquement une SASU, si j'ai bien compris, et non plusieurs sociétés, c'est juste. Olivier, c'est juste. Une société holding ne peut très bien ne détenir qu'une seule société. Par contre, la question que je vais tout de suite vous poser, c'est du coup, à quoi sert-elle? Parce que si son seul objectif, c'est de facturer pour réduire l'IS de la société fille, attention, il y a ce qu'on appelle l'abus de droit. L'abus de droit, qu'est-ce que c'est? C'est un petit mécanisme de droit fiscal qui permet à l'administration fiscale, derrière ce petit mécanisme, de redresser tout un tas de schémas et de montages. L'abus de droit, c'est quoi? Ça signifie que dès lors que vous prenez des décisions ou vous réalisez des montages juridiques dans le but exclusif de faire une économie d'impôt ou d'esquiver de l'impôt, eh bien l'administration fiscale est en droit de retoquer le montage. Donc si vous avez juste une holding et une SASU, il faudra bien préparer votre argumentaire pour l'administration fiscale lorsqu'ils vont vous poser la question de à quoi elle sert, cette holding. Voilà. Alors, par exemple, si vous êtes dans un cas où vous faites une société holding qui rachète un bien, une autre société, alors ça peut justifier parce qu'en réalité, on a un besoin de financement et donc on est passé par une société holding pour optimiser le financement auprès de la banque, déduire les intérêts sur emprunt, etc. Par contre, si on n'est pas dans un rachat, là, ça va pas forcément être évident à justifier et donc je vous recommanderais pas forcément de faire ça. Voilà. La grille tarifaire, en tout cas, voici nous une idée à peu près de ce que ça peut donner chez Dougs. Si on crée juste une holding, chez Dougs, le montant de nos honoraires sont de 150 €, et à cela s'ajoutent les frais, greffe et annonce légale. Si derrière on a une opération avec une société avec une cession de titre, eh bien on vous rajoute éventuellement un petit peu d'honoraires liés à la cession de titre. Ce qui donne à peu près un montage global autour de 695 € hors droits d'enregistrement. Pour rappel, les droits d'enregistrement, on vous les a indiqués, 0,1% du prix de cession si on a une cession d'actions, donc pour les SAS et SASU. Et sinon, pour les SARL et EURL, les droits d'enregistrement sont de 3%, calculés sur le prix, après un abattement de 23 000 €, sachant que l'abattement, il est proportionnel au nombre de titres. C'est 23 000 € d'abattement pour 100% des titres cédés. Et si vous cédez par exemple que la moitié des titres de votre SARL, c'est 11 500 €. Et enfin, l'apport de titres. Pour l'apport de titres, c'est la solution la plus chère en raison notamment du commissaire aux apports. Et alors, comme l'avait dit, je crois que c'était Meïssa. Hop, je suis remonté. Comme l'a dit Meïssa, effectivement, nous, on a réussi à négocier avec notre partenaire, mais éventuellement, ça peut monter à des prix plus élevés pour un montage avec un apport de titre. Pourquoi c'est un petit peu plus cher? Eh bien, tout simplement parce qu'il va y avoir l'intervention du commissaire, il va falloir rédiger un traité d'apport, etc. Donc, ça va engendrer des frais supplémentaires. Je vous mets un petit message quand même sur la gestion annuelle de votre société holding. Donc chez Dougs, nous avons tout à fait la possibilité de suivre les sociétés holding en comptabilité avec le suivi d'un conseil, d'un comptable conseil. On peut réaliser votre bilan et vous avez accès en permanence à votre application Dougs qui vous permet de piloter votre trésorerie et vos activités. Pour cela, pour rappel, notre offre est de 69 € hors taxe par mois, et donc ça implique l'accès à l'application 12, tout le conseil et votre bilan à la clôture de votre exercice. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en profite pour vous parler du parrainage. Vous avez la possibilité de vous parrainer. D'ailleurs, vous pouvez même partager vos liens de parrainage si vous le souhaitez. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous parrainer. Et petite subtilité, vous pouvez également vous auto-parrainer. Par exemple, si vous avez déjà une société cliente chez Dougs, eh bien, elle peut parrainer votre société holding et elles auront chacune un mois offert en comptabilité. Donc, ça peut être un petit gain intéressant pour démarrer. C'est toujours sympa. Alors Olivier, effectivement, s'il y a il faudrait au moins qu'il y ait une SCI pour justifier derrière d'avoir une holding
une holding au-dessus. Mais voilà, dans votre cas de figure avec l'entreprise individuelle qui est celle de votre épouse, je vous invite quand même à vous rapprocher d'un juriste spécialisé. Ça pourrait valoir le coup de regarder un petit peu ce qu'on peut vous proposer et voir si ça vaut le coup, par exemple, de structurer l'activité de votre épouse en société ou pas. Voilà. Donc là, il y a plusieurs questions, pas mal de choses à mettre sur la table. Il va falloir regarder les chiffres et regarder ce qui est intéressant de faire. Voilà. Ça va être compliqué de vous faire une analyse approfondie et détaillée de votre situation personnelle pendant le webinaire, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous, on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup Maïssa, merci Jean-Marc, merci à tous. Un grand merci d'avoir été là, d'être resté aussi longtemps, parce que 1h15, j'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Vous avez été hyper nombreux à poser des questions, donc c'est très très chouette. Vous recevrez le replay. N'hésitez pas à venir chez 12, ça nous fera un grand plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une belle après-midi, un bon lundi.